La majeure partie de l'océan est encore entourée de mystères, qu'il s'agisse de coins sombres ou de créatures qui se cachent dans les abysses. Mais parfois, il nous donne un aperçu des choses effrayantes qu'il abrite dans ses profondeurs froides et obscures. Par exemple, lorsque tu entends aux nouvelles que des créatures des profondeurs se sont échouées sur le rivage après la dernière tempête, certaines ont juste l'air bizarres, tandis que d'autres sont de véritables monstres d'épouvante qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Les parties les plus froides et les plus profondes de l'océan ont engendré un phénomène spécifique que l'on nomme gigantisme. Ainsi, les araignées de mer, les calmars, les vers et de nombreux autres animaux, principalement des invertébrés, c'est-à-dire des créatures dépourvues de colonne vertébrale, sont tous beaucoup plus gros et effrayants que les versions que nous observons dans les zones moins profondes. Dans les profondeurs du Pacifique, on peut trouver une éponge de mer aussi grande qu'un monospace, ou encore le Mesonychoteuthis hamilton ou calmar colossal, qui vit dans les eaux subantarctiques et qui est près de 14 fois plus long que l'encornet minami ou Nototodarus sloani, un type de calmar qui vit principalement au large de la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont trouvé quantité de ces monstres sous-marins dans la zone abyssale de l'océan, entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. En 2021, les chercheurs sont parvenus à ramener des images de la méduse fantôme géante. Elle se trouvait à une profondeur de 1000 mètres et ses tentacules s'étendaient sur 10 mètres de long. Je n'aimerais pas tomber là-dessus à la plage. Elle ne se nourrit probablement que de petits poissons et de plancton. Mais elle peut nager jusqu'à des profondeurs de plus de 6500 mètres. Et là-bas, cette méduse géante ne trouve pas assez de nourriture. Comment survit-elle alors ? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Et il y a encore davantage d'interrogations au sujet du calmar géant, le plus grand membre de son espèce jamais découvert. Ce monstre mesure 13 mètres de long et pèse près d'une tonne. Imagine que ses tentacules se saisissent de ta voiture ou de tout objet de ce genre. Ils l'écraseraient comme s'il s'agissait d'un jouet. Il n'y a pas la moindre lumière dans les abysses, car les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer aussi profondément. Il ne s'y trouve donc pas d'algues ni de plantes sous-marines. La faune locale se nourrit donc principalement de neige. La neige marine n'est pas comme celle que l'on utilise pour faire des bonshommes de neige. Il s'agit de tous les petits débris ou détritus qui pleuvent de la surface de l'océan, peut-être même des restes que les prédateurs n'ont pas pu terminer là-haut. Ce n'est donc pas grand-chose. Mais apparemment, cela suffit aux créatures qui se cachent dans les profondeurs, comme les calmars géants. Les calmars qui vivent en général à de telles profondeurs ne se donnent pas la peine d'aller chercher leur proie. Ils attendent simplement que le pauvre animal nage jusqu'à leurs longs tentacules et tombe dans le panneau. Ce n'est peut-être pas la technique la plus efficace, car peu d'animaux se risquent à nager dans ces zones sombres et froides. Mais cette méthode permet d'économiser de l'énergie. Un calmar géant n'ingère qu'environ 30 grammes de poisson par jour, ce qui représente environ 45 calories. C'est près de 50 fois moins de calories que ce qu'une personne moyenne devrait consommer par jour. Ainsi, lorsqu'un calmar prend un poisson, il le garde pour quelques jours. On espère que les calmars géants n'auront pas l'idée de remonter à la surface pour chercher de la nourriture quand il n'y en aura plus assez dans les abysses. Et on souhaite ardemment que les requins géants du Groenland, encore plus nombreux, n'auront pas la même idée. On les trouve à des profondeurs allant jusqu'à 2200 mètres. Ils nagent 3 fois plus lentement que nous ne nous déplaçons à pied, soit une vitesse d'1,2 km/h. Cette lenteur fait partie du mécanisme d'économie d'énergie dont les créatures des profondeurs ont besoin pour survivre. Mais ces requins peuvent effectuer de courtes pointes de vitesse lorsqu'ils cherchent à attraper une proie. Toutefois, ils ont en quelque sorte changé de régime alimentaire, passant de prédateurs à charognards, compte tenu de leur environnement, car il y aura toujours plus de restes tombant de la surface que d'animaux à chasser. Les requins du Groenland ne grandissent que d'1 centimètre par an, et un individu moyen mesure en général 6,5 mètres de long, ce qui signifie qu'ils vivent extrêmement longtemps, parfois jusqu'à 400 ans. Ils ont également un métabolisme très lent, ce qui est l'un des principaux facteurs de leur longévité. Les requins du Groenland aiment passer du temps dans les eaux froides. Ils y sont adaptés car leurs tissus contiennent des composés chimiques spécifiques qui empêchent la formation de cristaux de glace sur l'ensemble de leur corps. Cela signifie qu'ils disposent d'une sorte d'antigel naturel. Qu'est-ce qui les rend si grands ? Les scientifiques n'en sont toujours pas certains, mais certaines théories tentent de l'expliquer. Selon la loi de Kleiber, les animaux plus gros ont tendance à être les plus efficaces. Il suffit de comparer un petit poisson à une baleine, dont la masse est des centaines de fois supérieure. La baleine a un bien meilleur métabolisme.
Elles conservent l'énergie plus efficacement et en dispersent moins dans l'environnement sous forme de chaleur. Les animaux plus gros peuvent ingérer des proies plus grosses. Ils sont plus à même de faire face à des problèmes difficiles dans leur environnement ou de se défendre contre les prédateurs qui s'en prennent à eux. En outre, le corps grossit lorsque les températures sont plus basses. Le requin du Groenland en est un parfait exemple, tout comme les araignées de mer géantes. Les araignées de mer sont assez communes et on en trouve de très petites, d'une taille d'1 millimètre même. Mais dans les zones les plus profondes de l'Antarctique, elles deviennent des géantes d'1 mètre de long. Si elles deviennent si grandes, c'est parce que l'eau froide contient plus d'oxygène. L'oxygène se diffuse donc davantage dans le corps de l'animal, ce qui lui permet de grandir. Oui, à la fois comme organisme et comme créature de cauchemar. Et que dire de ce ver tubicole géant, le Riftia pachyptila? Des chercheurs l'ont découvert accidentellement alors qu'ils sondèrent les mystères du fond de l'océan Pacifique. Ils sont tombés sur des cheminées hydrothermales inhabituelles. C'est la chaleur volcanique qui est à l'origine de celle-ci. Lorsque l'eau s'infiltre par des failles ou des fissures dans la roche, ces évents changent de direction. Et lorsque l'eau en ressort, elle est riche en minéraux et en composés chimiques. La plupart des animaux ne pourraient jamais survivre à cette soupe toxique, mais pas ces vers tubicoles. Cela a été une véritable surprise. Car non seulement ils ne sont pas gênés par ces cheminées toxiques et par la température presque bouillante de l'eau, mais ils y ont développé des écosystèmes entiers. Ils sont uniques parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, de petites bactéries constituent leur principale source d'énergie. Ces bactéries tirent leur énergie directement de ces haies composés chimiques toxiques. Il ne s'agit donc pas de photosynthèse, mais d'un processus appelé chimiosynthèse. Et ces haies vers tubicoles n'ont pas de bouche. Les bactéries vivent à l'intérieur d'eux. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? De plus, ces vers effrayants peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres. Les Bathynomus, ou isopodes géants, ne sont pas mieux lotis non plus. Ils se cachent dans les profondeurs de l'océan, à 500 mètres ou davantage, loin de la lumière du soleil, et ressemblent à de monstrueux cloportes. Ils passent la plupart de leur temps sur le plancher océanique, espérant récupérer de la nourriture qui tombe des strates supérieures de l'océan. Regarde ces petites griffes crochues à l'extrémité de leurs pattes. Ces isopodes s'en servent pour demeurer stables lorsqu'ils se déplacent sur le fond de l'océan. Comme il n'y a pas de lumière, ils disposent de longues antennes qui leur permettent de se repérer. Ces antennes sensorielles mesurent environ la moitié de la longueur de leur corps, et les Bathynomus ont également des yeux assez grands en proportion. Ces isopodes peuvent mesurer plus de 30 cm de la tête à la queue. Ce sont des animaux très patients. Tu te souviens qu'on a dit que les créatures des profondeurs trouvaient rarement de la nourriture? Parfois, ceux-ci doivent attendre des années avant d'obtenir un vrai repas. C'est pourquoi leur métabolisme est incroyablement lent. Ils peuvent te passer 5 ans sans rien manger. Imagine un peu, j'ai faim rien que d'en parler. En 2006, un biologiste du nom de Craig McLean a effectué des recherches visant à observer les différences entre les abysses et les régions peu profondes de l'océan. Il s'est rendu compte que les grands fonds reflétaient la loi de Foster. Tout d'abord, les parties les plus isolées du globe développent une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Deuxièmement, les petits organismes se développent beaucoup plus lorsqu'ils sont isolés que la vie sur les grandes étendues terrestres. Les ressources sont limitées, mais aussi la concurrence et les prédateurs. Et nous ignorons encore beaucoup de choses au sujet de ces créatures des profondeurs. Il est trop coûteux et trop compliqué de mener de telles recherches. Nous attendrons donc que d'autres tempêtes déchaînées nous montrent au moins une partie du monde monstrueux que cachent les profondeurs glacées des océans. Quelque part dans les profondeurs de l'océan, il existe un prédateur dont Dracula lui-même serait fier. Cette créature est apparue bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Elle n'a ni os ni mâchoire, mais cela ne l'empêche pas de chasser. Ce parasite qui ressemble à une anguille porte le nom de lamproie du Pacifique. Le roi Henri Ier d'Angleterre aimait tellement ce poisson qu'il s'en régalait contre la vie même de ses médecins. Et il tombait malade à chaque fois. Mais comme il n'a pas d'arête et qu'il a un goût de beefsteak, il ne pouvait pas s'en passer. La conséquence de cette passion gastronomique fut un refroidissement de son corps âgé, une sudation abondante et d'autres symptômes effrayants qui finirent par l'emporter et interrompre ses 35 ans de règne. La lamproie est une championne de la survie. Elle a en effet traversé au moins 4 extinctions massives.
Ses ancêtres ont évolué sur plus de 450 millions d'années. Il existe aujourd'hui une quarantaine d'espèces de lamproies dans le monde entier. La lamproie du Pacifique n'est que l'une d'entre elles. Ces créatures ont du cartilage à la place des os et un troisième œil, un organe qui leur permet de détecter la lumière située sur le dessus de leur tête. Au lieu d'une mâchoire normale, elles ont une bouche en forme de ventouse bordée de dents. Cette bouche est parfaite pour s'accrocher aux proies et absorber les fluides corporels, comme le font les vampires. Une fois qu'elles ont choisi une victime, elles en aspirent la substance, et il est presque impossible de les en séparer. Les scientifiques pensent que les lamproies du Pacifique ne se nourrissent pas de chair. Les femelles pondent jusqu'à 200 000 œufs, qui restent dans des nids d'eau douce pendant 3 à 4 semaines. Une fois que les larves ont éclos, elles s'enfoncent dans les sédiments et vivent sous le sable pendant une dizaine d'années. À l'adolescence, ces petites Dracula refont surface et migrent de leur rivière jusqu'à l'océan Pacifique. Ce voyage n'est pas des plus faciles, et il leur faut modifier leur apparence et leur physiologie pour s'adapter à l'énorme changement de salinité. Après plusieurs années, les lamproies retournent à l'eau douce pour se reproduire. Les lamproies du Pacifique utilisent les traces chimiques que laissent derrière eux leurs congénères, afin de trouver leur chemin migratoire. Elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, à la recherche de l'endroit idéal pour le frai et l'élevage. Ce n'est pas toujours le même endroit que celui où elles-mêmes sont nées. De nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons apprécient la chair grasse de la lamproie. Cela en fait un animal très important pour les écosystèmes d'eau douce et d'eau de mer. Il y a un autre type de lamproie, la lamproie marine, originaire de l'océan Atlantique. Elle n'est pas très dangereuse lorsqu'elle est chez elle, mais dans les grands lacs, c'est une véritable menace pour les 4 espèces endémiques de lamproie. La lamproie marine est jusqu'à 4 fois plus grosse que l'espèce lacustre. Elle dispose d'une nourriture et de frayères illimitées et n'a pas de prédateur naturel, si bien qu'elle devient ambitieuse. Elle sécrète une enzyme qui empêche le sang de coaguler. Une fois qu'elle s'est attachée à un poisson peu méfiant, elle passe les mois suivants à s'en nourrir. Et même si le poisson réussit à s'en débarrasser, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. La plaie que lui aura causée le prédateur finira par le tuer. Les lamproies marines ne s'intéressent pas aux humains, mais elles peuvent parfois s'accrocher à un nageur. Ce n'est pas mortel, mais la sensation n'est pas des plus agréables, et il faut désinfecter la plaie immédiatement. La méduse boîte australienne semble inoffensive, mais on la considère comme l'animal marin le plus venimeux qui soit. Contrairement aux autres types de méduses qui flottent au gré du courant plutôt que de nager, cette créature peut atteindre une vitesse impressionnante et choisir sa propre direction. Ses tentacules sont recouverts de minuscules dards chargés de poison. Les personnes et les animaux qui ont la malchance de toucher ces tentacules subissent des complications effrayantes, voire mortelles, en l'espace de quelques minutes. Avant de vous décider à ne plus jamais retourner dans l'océan, sachez que seules quelques espèces de méduses boîtes sur la 50aine existantes ont un venin mortel pour l'homme. On trouve des espèces dans les eaux côtières tempérées du monde entier, mais les plus dangereuses vivent dans la région de l'Indo-Pacifique et dans le nord de l'Australie. Les pieuvres à anneaux bleus se distinguent par leur couleur psychédélique et leur capacité à vous ôter la vie. Ce monstre marin qui a l'air si mignon aime passer son temps dans les fonds meubles et sablonneux, les bassins peu profonds et les récifs coralliens. Il se cache généralement dans les crevasses sous-marines, parmi les coquillages et les débris. Si vous le dérangez, ce poulpe activera ses minuscules organes qui changent de couleur et vous montrera sa belle couleur bleue en signe d'avertissement. Ensuite, il libérera un venin 1000 fois plus puissant que le cyanure. Ce venin est plus toxique que celui des mammifères terrestres. La pieuvre l'utilise normalement pour chasser les crabes, les crevettes et les petits poissons qu'il picore de son bec et qu'il paralyse. Il n'existe pas d'antidote connu pour ce venin. Par conséquent, si vous apercevez cette créature marine, le mieux que vous puissiez faire est de ne pas vous en approcher. Comme sa morsure est sans douleur, vous risquez de vous en apercevoir trop tard. La bonne nouvelle, c'est que cet animal n'est pas agressif et qu'il ne s'attaquera pas à vous, sauf s'il se sent menacé. Le poisson-pierre est un maître du déguisement dans le monde sous-marin. Il se camoufle sur les rochers, les récifs coralliens ou se fond simplement dans son décor aquatique. Il prospère dans les eaux marines tropicales de l'Indo-Pacifique. Son super pouvoir d'invisibilité le rend particulièrement dangereux pour ses victimes potentielles, qu'il prend en embuscade et avale tout rond. Si quelqu'un le dérange, ses 13 épines dorsales défensives se dressent et libèrent un puissant venin. On dit que les piqûres de poisson-pierre sont très douloureuses.
et qu'elles entraînent des conséquences effrayantes en l'espace de quelques minutes. On le considère comme le poisson le plus venimeux du monde. Si vous n'agissez pas rapidement, vous pourriez y laisser votre peau. Si vous faites de la plongée dans l'océan Pacifique, veillez à ne pas ramasser de cônes sur le fond marin. Ces mollusques possèdent de belles coquilles aux motifs bruns, noirs ou blancs. Comme la plupart des mollusques, ils sont lents, mais ils ont leur méthode pour trouver des proies. Ils se nourrissent de poissons, de vers marins ou même d'autres mollusques. Lorsqu'un cône perçoit une victime dans son voisinage, il active sa trompe acérée, une protubérance en forme d'aiguille qui sort de sa bouche. L'attaque est rapide et très puissante. La victime n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Une fois qu'elle ne peut plus bouger, le cône l'avale tout rond. L'homme ne fait pas partie de son menu, mais il pourra en être victime si l'animal se sent menacé. Sa trompe peut même traverser des gants épais. Heureusement, sur plus de 700 espèces de cônes, seules quelques-unes peuvent tuer un être humain. Mais comme il n'existe pas d'antivenin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Les 52 espèces connues de serpents de mer qui vivent principalement dans les eaux tropicales chaudes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique sont venimeuses. Le serpent de mer à bec détient même le titre de serpent le plus venimeux au monde. Mais c'est l'une des rares espèces à pouvoir représenter une menace réelle pour l'homme. Les serpents de mer préfèrent vivre en paix et s'éloigneront généralement plutôt que de se confronter à un adversaire. Si vous en apercevez un dans l'eau, restez calme et déplacez-vous lentement, cela vous sauvera la vie. Les morsures de serpents de mer, bien que relativement indolores sur le moment, peuvent avoir des conséquences assez graves. Certaines n'entraînent que des symptômes bénins, mais d'autres peuvent avoir de sérieuses conséquences. La plupart des cas de morsures sont accidentels. Par exemple, lorsqu'un pêcheur libère des serpents de son filet, ou qu'un baigneur peu méfiant s'aventure là où il ne devrait pas. Les dragons bleus dépassent rarement la taille d'un grain de raisin. Ils aiment nager sur le dos. Leurs belles couleurs bleues se font alors dans le bleu de l'océan, et leur face antérieure, argentée, dans les fonds marins plus sombres. Le dragon bleu se nourrit d'une autre créature dangereuse, la galère portugaise, et accumule ses cellules urticantes. Son venin reste actif même après la mort du poisson. C'est pourquoi vous devez être très prudent et ne jamais en ramasser un ou marcher dessus sur la plage.